Alors Et moi, donc, je me cache. Pof. si tu veux, tu as le droit. Très bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de revoir un petit peu des bases pour pas trop se laisser distancer par rapport à ce qu'on avait fait dernièrement. Donc on va essayer de reprendre parce que dans la suite du chapitre, on va voir l'engagement collectif et l'engagement par exclusion. Donc avant de voir ça, j'aimerais qu'on revoie des choses essentielles avec Jordan en particulier. Mais si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Tu nous entends, Christine? Super bien. Ah, super, excellent, très bien. J'ai eu des problèmes de micro, mais maintenant c'est réglé. Parfait, super, c'est impeccable. Très bien. Donc, il y avait une question importante, c'était par rapport aux objets, les objets. Euh, alors, ceux qui ont étudié l'ORIC déjà, combien d'objets on peut avoir? Combien d'objets? Ceux des cinq sens. On peut, par exemple, oui, on peut dire les objets des consciences sensorielles, c'est possible, tout à fait. Et les objets mentaux. On peut dire qu'il y a les objets des consciences mentales, très bien, ok. On peut dire ça. Donc, c'est déjà un bon élagage. Et ensuite, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a aussi les objets qui apparaissent à la conscience et les objets qui sont compris par la conscience. Donc ça, c'est très important. Parce que justement, il va en parler dans la suite du chapitre avec engagement collectif, engagement par exclusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a ce qui apparaît tout simplement à la conscience, et ça, on va l'appeler l'objet apparent. Ouais, l'objet apparent. Et donc, vous savez qu'il y a aussi ce que la conscience comprend, ce vers quoi la conscience se dirige. Et ça, c'est quoi? L'objet d'engagement. L'objet d'engagement, exactement. L'objet d'engagement. Génial. Donc, c'est surtout de ces deux-là qui va être question, parce que bah, euh, c'est pas si important. Ça peut être important dans certains détails parfois, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'objet d'engagement, on peut aussi l'appeler l'objet du mode d'appréhension. C'est un terme très technique. L'objet du mode d'appréhension. On peut l'appeler aussi l'objet principal, mais la plupart du temps, on va l'appeler objet d'engagement. C'est plus simple. C'est ce vers quoi s'engage notre conscience, c'est ce que comprend notre conscience, notre esprit. Et l'objet apparent, comme on l'a dit, c'est plus simple. C'est ce qui se manifeste à la conscience. Et parfois, il est équivalent avec l'objet appréhendé. Objet appréhendé. D'accord. Ouais. Donc, objet appréhendé, objet apparent, c'est plutôt équivalent dans la plupart des cas. Donc là, on ne fait pas du tout distinction entre la perception Oui, exactement. C'est pas le problème. Tout à fait, exactement. Jordan dit. Là où moi, je m'étais trompée. Oui, voilà, exactement. Il manquait ce petit détail. C'est ça. Ce que dit Jordan, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est que là, quand on parle de ces différents objets, on ne fait aucune distinction entre la conscience conceptuelle et la perception directe. Ça veut dire que tous ces objets peuvent être appréhendés par ces deux types de conscience. Oui. Oui. Ça veut dire qu'une perception directe peut avoir un objet apparent et peut avoir un objet d'engagement. En général, le même pour la perception directe. Voilà, en général, exactement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour la conscience conceptuelle, elle aura aussi un objet apparent et elle aura aussi un objet d'engagement. Très bien. Donc, voilà, ça c'est très important. C'est le petit détail qui tue. Ça. Voilà, ça change tout. Hein. Et donc, on va dire par exemple, est-ce qu'une table est l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle ou l'objet d'engagement d'une perception directe? Les deux, mon colonel. Les deux pour Dominique. Qui dirait quoi d'autre? Une table, elle peut être l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle ou l'objet d'engagement d'une perception directe? Les deux aussi pour Jordan. Très bien. Bernard? Moi, je dirais les deux, oui. Ok, très bien. Et il manque plus Christine. Oui, moi aussi. Ok, très bien. Donc ça veut dire que la table, elle peut être comprise par une conscience conceptuelle aussi bien que par une perception directe. C'est ça que ça veut dire. Très bien. Ok. Est-ce que la table peut être l'objet apparent d'une perception directe ou d'une conscience conceptuelle? Une perception directe. Perception directe. Une perception directe pour deux personnes. Qui dirait quoi? L'objet apparent. Soit d'une perception directe, soit d'une conscience conceptuelle, la table. Oui. Directe. Est-ce qu'elle peut être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle? Absolument pas. Pourquoi? C'est l'image de la table qui est l'objet. Ah,
C'est la représentation, le reflet conceptuel de la table qui sera l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Il suffit de préciser. Exactement, obligé. Ça veut dire que, en effet, dans cette présentation générale de la philosophie bouddhiste et de l'épistémologie bouddhiste, on a ces deux univers, des impermanents et des permanents. Les uns comme les autres peuvent être compris par les deux types de conscience. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais ils ne peuvent pas être tous les objets apparents de l'une ou l'autre des consciences. Ça veut dire que, c'est ce que dit Yongzin Purbuchok au tout début de l'Orique, il dit les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes et les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. C'est là où on fait une distinction irrémédiable. Ouais. Donc pourquoi est-ce que les objets impermanents sont les objets apparents des perceptions directes? Parce qu'ils engendrent un aspect à la perception. Par exemple, la lumière touche la table, la surface de la table. La surface de la table va absorber certaines couleurs et va en renvoyer d'autres, etc. Et donc ce flot d'informations va être projeté à la conscience visuelle. Et donc va engendrer un aspect à la conscience visuelle. Donc comme elle engendre un aspect, elle est impermanente. Ce qu'il faut voir, c'est que impermanent égale cause, effet, etc., etc. Ouais, génial. Donc elle produit cet aspect à la conscience. Donc comme elle produit quelque chose, elle est nécessairement impermanente. Ouais. Ouais. Alors que l'espace incomposé, par exemple, on va y revenir à ces phénomènes permanents. L'espace incomposé, est-ce qu'il peut produire un aspect à la conscience? Est-ce qu'il peut engendrer quelque chose? Ben non. Non, Non, parce qu'il puisqu'il n'a pas est- d'obstruction. Exactement, parce que c'est une simple obstruction, une simple absence d'obstruction. En effet, c'est une négation non affirmative, c'est une simple absence, c'est un phénomène permanent. Et comme il est permanent, il ne peut rien produire, il ne peut pas projeter un aspect à la conscience. Donc la conscience ne peut pas, la conscience conceptuelle est la seule à avoir l'espace incomposé comme objet apparent. Mais la perception directe ne peut pas l'avoir comme objet apparent. Ouais? Yes. Très bien. Ça, c'est une première base fondamentale. Est-ce que ça veut dire que la perception directe ne pourrait pas comprendre l'espace Non. ou réaliser l'espace? Bah Parce non, que- il le réalise Jordan- par négation. Non, Alors pour Jordan, oui. Et pour vous, c'est non. non. Alors, ok. Très bien, donc on va débattre. Très bien. Ah, Non, la perception directe peut réaliser une absence, Exact. sans obstruction. alors en effet, on est obligé de passer par la conception, dit Jordan. Oui. Et Dominique et Christine, vous disiez quoi? Ben, que la perception directe peut réaliser l'absence d'obstruction. Voilà. La perception directe peut réaliser l'absence d'obstruction. Ok. Donc vous avez changé d'avis alors? Non, mais en premier lieu, et après, on est obligé de passer par la conceptualisation. On est obligé de faire une déduction, c'est en 2 étapes. Oui, il y a un écho. Bonjour Philippe, il y a un petit écho peut-être? Moi, je ne retiens pas. Peut-être que ton micro est trop fort, c'est possible. Bonjour, bonjour. On est en train de reprendre les bases par rapport à les objets apparents et les objets d'engagement des perceptions directes et des consciences conceptuelles. On est en train de voir tout ça. Ouais. Vous nous entendez? Oui. Salut. Salut, coucou. Donc, c'est enregistré, hein. C'est enregistré, ce sera sur YouTube. Ouais, super. Je tiens à vous le dire au cas où. Très bien. Donc là, on est en train de reprendre un petit peu les bases. On est en train de voir justement ces deux univers de la perception et de la conception dans l'épistémologie bouddhiste qui s'appuie principalement sur le Sautrantika qui suit le raisonnement. Puisque dans le livre qu'on est en train d'étudier, Les deux vérités selon les 4 écoles, on est arrivé chez les Sautrantika. Ouais, très bien. Et donc, ces Sautrantika s'appuient sur Acharya Dharmakirti. Et lui, il fait cette présentation des deux univers, les permanents et les impermanents. Et les permanents, ouais, il y a un micro trop fort, ouais. Les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles, et les objets impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais, ça vous parle jusqu'à maintenant? Donc les permanents sont les objets apparents aux consciences conceptuelles, les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais, ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous aviez déjà vu
les distinctions entre objet d'engagement et objet apparent? Est-ce que ça vous parle? Objet d'engagement et objet apparent. Alors, l'objet apparent, c'est ce qui se manifeste tout simplement à la conscience. C'est ce qui apparaît à la conscience, tout simplement. C'est une définition très basique que donne le premier Dalai Lama, Gyalwa Genjundu. Il dit que c'est juste par la simple apparence de l'objet à l'esprit qu'on l'appelle objet apparent. Très bien. Alors que objet d'engagement, c'est ce que comprend notre conscience, notre esprit. C'est ce vers quoi se dirige notre esprit. C'est ce vers quoi s'engage notre conscience. Donc c'est ce que comprend notre esprit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un truc qui nous apparaît, mais ce n'est pas nécessairement ça qu'on comprend. Ouais, très bien. Oui. Très bien. Donc on a dit que n'importe quel phénomène permanent ou impermanent peut être compris par les deux types de conscience. Un phénomène permanent peut être l'objet l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle et peut être l'objet d'engagement d'une perception directe. C'est-à-dire que même une perception directe se rend compte qu'il y a de l'espace. Donc c'est là où on en était en fait. On se disait, l'espace est permanent. Comment est-ce que l'espace pourrait projeter un aspect à la conscience directe? Il ne peut pas le faire parce qu'il est permanent. Ouais. Tout ce qui est permanent ne peut pas causer. On ne peut rien causer si on est permanent. Donc on ne peut pas produire une conscience, on ne peut pas produire un aspect à la conscience. Ouais? Oui. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que les perceptions directes ne pourraient pas comprendre l'espace? Ça veut dire qu'on ne pourrait pas se rendre compte qu'on est au bord d'un chemin et que juste à côté, il y a le vide, par exemple. Et qu'à côté, il y a un précipice, etc. Notre conscience visuelle ne pourrait pas l'appréhender? Bien sûr. Oui. Par négation. Par négation, Oui, tout à fait. En effet, par négation d'un certain point de vue, en effet. Ça veut dire que nos yeux savent si on est au bord d'un précipice ou pas, s'il y a de l'espace juste à côté de nous ou pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace, cette absence d'obstruction qu'il y a entre des objets lointains et nous, cet espace va être réalisé par notre conscience directe, notre perception directe. Ouais? Oui. Mais il ne peut pas être réalisé explicitement. Il n'engendre pas d'aspect à la conscience. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit au loin une plaine en bas, et donc forcément, on perçoit, donc explicitement, on perçoit la plaine qui est en bas, à quelques centaines de mètres, explicitement. Cette plaine en bas engendre un aspect à la perception directe, ça va très bien. Et qu'est-ce qu'on réalise par cela? On réalise ce vide qu'il y a entre les deux. Et cette réalisation, elle est directe, mais elle est implicite. Voilà. Cette réalisation, elle est implicite. C'est la même chose que si par exemple, quand on emploie l'humour, par exemple, quand on fait une blague, on emploie de l'ironie, par exemple. Quand on emploie de l'ironie, on dit quelque chose, donc ce qui est dit est réalisé explicitement, mais ce qui est sous-entendu est réalisé implicitement. Ouais. Oui, super. Ça parle à tout le monde? Oui. Génial. Ouais. Ou c'est un peu flou? C'est un petit peu flou, donc on va y revenir. Très bien. Mais ça fait rien. Ouais, non, mais c'est pas grave, on peut y revenir quand même. Ce qu'il faut voir, c'est que l'objet d'engagement, c'est ce que comprend la conscience. Ouais. Et l'objet apparent, c'est ce qui se manifeste à la conscience. Ouais. Donc ça, c'est ces deux choses-là. Et on a deux types de conscience générale. On a la conscience conceptuelle et on a la perception directe. Ouais. Donc ça, c'est deux modes de fonctionnement totalement différents entre la conscience conceptuelle et la perception directe. C'est totalement différent. La perception directe, on le verra dans la suite du livre, qu'elle agit, elle s'engage vers son objet de manière collective, alors que la conception, elle s'engage par exclusion. Donc c'est deux modes de fonctionnement extrêmement différents. Très bien. Très bien. Donc on va revenir un petit peu à cet exemple très basique pour que tout le monde comprenne. Est-ce que la table qui se trouve dans le temple, on a une table orange, voilà. Est-ce que la table est l'objet d'engagement d'une perception directe? Non. Non, pourquoi? Ou alors implicite? Alors la table, elle est donc, elle a une couleur orange, elle est impermanente, etc. La lumière vient toucher la surface de la table. La surface de la table va absorber certaines couleurs et d'autres couleurs ne vont pas être absorbées, elles vont être renvoyées par le faisceau lumineux qui va toucher l'œil, etc., etc. Et la conscience
visuel va appréhender directement la table. Et C'est donc, une perception directe. c'est une perception directe. Et en fait, la table, elle engendre un aspect à la conscience. Donc, c'est explicite. Il n'y a rien de sous-entendu, en fait, quand la table apparaît à la perception visuelle. Ouais. Donc, Oui. c'est une perception directe, explicite. Très bien. OK. Et donc, c'est ce que comprend notre conscience visuelle. Elle réalise la table. Ouais. Très bien. Donc, la table est l'objet d'engagement de la perception visuelle qui l'appréhende. Très bien. Est-ce que la table est aussi l'objet d'engagement d'une conscience conceptuelle? Oui. Oui. Pourquoi? On doit se rappeler que cette image-là, ce composé-là, ça s'appelle table à une nomination, une convention nominale qui s'appelle table. Donc, Oui. conceptuellement, on doit faire du travail quand même. Oui, ou tout simplement, on peut se souvenir de la table. Ouais. Oui. On peut tout simplement penser à la table sans nécessairement comment dire, analyser, etc. Mais simplement, si on voit la table, on regarde la table, ensuite on ferme les yeux et on se souvient de la table. Là, c'est conceptuel, ouais. Très bien. Et donc, Est-ce que ça voudrait dire qu'on a une perception directe au premier instant et ensuite une perception conceptuelle au deuxième instant? non, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. C'est pas nécessairement le cas. On peut, par exemple, être dans un village en vacances. On cherche une boulangerie. On ne l'a jamais vue, mais on conceptualise déjà cette boulangerie. Et on nous indique le chemin pour y accéder. Et ensuite, on la voit directement. Donc, on peut penser d'abord à l'objet et le percevoir après. C'est possible aussi. Et on peut voir l'objet et y penser en même temps. Ouais. Donc, c'est ça qui est génial avec l'esprit, c'est que les perceptions directes et les consciences conceptuelles peuvent travailler ensemble ou de manière séquentielle. Ouais. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que la perception, pardon, la table orange, elle est l'objet d'engagement à la fois de la perception directe et de la conscience conceptuelle. Ouais. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que la conscience conceptuelle, elle peut penser à tout. Elle peut penser aux permanents comme elle peut penser aux impermanents. Ouais. Donc, elle peut s'engager vers les impermanents comme elle peut s'engager vers les permanents, la conscience conceptuelle. Très bien. Et la perception directe, comme on l'a dit, elle peut aussi réaliser des permanents comme des impermanents, sauf que les impermanents, elle les réalisera explicitement, et les permanents, elle ne peut les réaliser que implicitement. C'est ça où il y a une différence fondamentale. Donc ça, c'est pour comprendre ce que veut dire objet d'engagement, ce que comprend notre conscience. Ouais. Maintenant, ce qui apparaît à notre conscience. Si on regarde la table orange, est-ce que la table orange est, bien sûr, on l'a dit, l'objet d'engagement, est-ce qu'elle est aussi l'objet apparent de notre perception visuelle? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que l'engendre Un aspect à la conscience. Exactement, tout à fait. Jordan et Dominique, en effet, elle engendre un aspect à la conscience. Ça veut dire qu'elle produit cette conscience visuelle. Ça veut dire que si la table n'était pas là, elle ne pourrait pas apparaître. Et donc, comme la table est là, non seulement la table est l'objet d'engagement de la conscience visuelle parce que la conscience visuelle la comprend, la réalise, se dirige vers elle, mais en plus, la table orange est l'objet apparent à la conscience visuelle. Elle est les deux. Elle est l'objet d'engagement, elle est ce que comprend notre conscience visuelle et elle est ce qui apparaît à notre conscience visuelle. Ouais. Je pense à la Mazopa qui parle toujours le premier instant et le deuxième instant. C'est pour ça que je suis un peu bloquée par ça. Alors, quand on parle du premier instant et du deuxième instant, souvent c'est dans le Madhyamaka. C'est dans le Madhyamaka où on a une perception d'un objet qu'on ne conçoit pas nécessairement comme étant existant de manière inhérente. Et si on insiste un petit peu à observer cet objet-là, la conception d'existence inhérente va surgir en fait. Et donc c'est pourquoi on a ces deux instants quand on parle du Madhyamaka, en effet. Mais quand on parle de l'épistémologie du Sautrantika, pour le Sautrantika, tout ce qui existe de manière inhérente, donc il ne se pose pas la question. Ah d'accord. Ouais. Ah bah, d'accord. C'est pour ça. Il se pose surtout la question de comment est-ce que ces deux types d'appréhension des objets, directs et indirects, ou non conceptuels et conceptuels, comment est-ce que ces deux travaillent soit ensemble, soit en désaccord, etc. Ouais. Très bien. Donc la table, en effet. La table, c'est ce qui est réalisé par notre conscience visuelle. Si on nous demande par exemple, est-ce que tu as vu une table? Est-ce que tu vois une table dans le temple en ce moment? Et là, on va dire, bah oui, je vois une table. Même on en voit plusieurs, mais si on sélectionne celle-là, on va dire, oui, je vois une table. Mais ça veut dire que notre conscience visuelle réalise cette table, ouais.
Très bien. Si on ne pouvait pas dire, je ne sais pas si une table ou pas, ça veut dire que notre conscience visuelle ne pourrait pas réaliser cette table. Si on dit, si, je suis certain qu'il y a une table là parce que je la vois, ça veut dire que la conscience visuelle réalise cette table. Elle réalise son objet d'engagement. Ouais? Très bien. Et comment on va dire, comment on va prouver? On va te dire, mais comment tu sais que la table, que tu vois une table? Vous allez dire, parce qu'elle m'apparaît, tout simplement. Elle apparaît à ma conscience visuelle. Donc, c'est l'objet apparent aussi de ma conscience visuelle. Ce n'est pas que l'objet d'engagement, c'est aussi l'objet apparent. Ouais? Donc, c'est que là, la distinction entre les deux n'est pas si évidente. Mais si on parle de la conscience conceptuelle, là, ça va être tranché. Ça veut dire que cette même table, vous fermez les yeux et vous y pensez. Est-ce que cette table continue d'être l'objet d'engagement de votre conscience conceptuelle? Oui. Oui, c'est ce que comprend votre conscience conceptuelle, en effet. Oui. Très bien. Donc, vous pensez à la table, et la table existe, elle est bien là, etc. C'est l'objet d'engagement de votre conscience conceptuelle aussi. C'est ce que comprend votre conscience conceptuelle. Ouais. Oui. Quand vous pensez à cette table, est-ce que cette table est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle? Non. 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 Là, c'est clair et net. C'est subséquent, non? Alors, on pourrait dire en effet que selon, quand on parle des conditions valides, des subséquentes, etc., on va dire que quand on pense à la table, ça suit une perception directe. Et comme ça fait suite à une perception directe, une conscience mémorielle est nécessairement une condition subséquente. Nécessairement. En effet. Mais en effet, c'est tout à fait ça. Mais le nœud du problème ici, c'est de voir est-ce que la table est l'objet apparent aussi de la conscience conceptuelle ou uniquement de la perception directe. C'est ça qu'il faut essayer de voir. Ouais. Jordan? Est-ce qu'on pourrait dire que l'objet apparent pour la conception conceptuelle que les permanents? Oui, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Jordan a rappelé un point fondamental que Yongzin Dura explique dans le Lorik, c'est que seuls les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais. Seuls les phénomènes permanents, qui ne changent pas d'instant en instant, sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ça veut dire que les consciences conceptuelles ont une généralité de sens, elles ont un reflet conceptuel, une représentation mentale. Et cette représentation mentale, c'est ça qui est l'objet apparent de ces consciences conceptuelles. C'est un peu le principe du miroir. Quand vous regardez la table à travers un miroir, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Qu'est-ce qui se reflète dans le miroir? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se manifeste à vos yeux, en fait, dans le miroir? Le reflet de la table, oui. Oui. Mais pas la table. Ouais. Très bien. La conscience conceptuelle, elle fonctionne toujours comme ça. Elle fonctionne par reflet, en fait. Notre conscience, c'est comme un miroir. Notre conscience conceptuelle, c'est comme un miroir. Et donc, il se reflète l'image d'un objet, mais c'est jamais l'objet lui-même. Ouais. Très bien, excellent. Sinon, ce serait un peu compliqué. Ça veut dire qu'on aurait une table dans la tête, si on pense à une... Ça pourrait faire très mal. Donc, on n'a pas une table dans la tête. Ouais. J'aime pas, est-ce que tu peux répéter? J'ai eu une coupure, je suis désolée. Très bien. À propos des permanents, sont les objets, et après ça a coupé. Donc, les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais. Et les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. C'est là où on fait une distinction fondamentale entre les deux. Pour les objets d'engagement, c'est un peu pareil, quoi. Les objets d'engagement, n'importe quel phénomène permanent ou impermanent peut être compris par n'importe quelle conscience, implicitement ou explicitement, mais ça reste l'objet d'engagement. Mais les objets apparents, c'est là où on a un problème. Les objets apparents des consciences conceptuelles sont nécessairement permanents. Okay. Et les objets apparents des perceptions directes sont nécessairement impermanents. Impermanents, ok. Ouais. Vous allez voir, ça va se clarifier progressivement. Là, c'est juste les règles du jeu de Acharya Dharmakirti. Une fois qu'on a bien compris ces règles du jeu, on arrive à faire ces distinctions. Alors, quand tu dis que les permanents peuvent être l'objet apparent implicite de la perception directe. Objet d'engagement dans la perception directe. Ouais. Objets d'engagement, ils peuvent être compris par les perceptions directes, mais de manière implicite, en effet. Voilà. Donc, ouais. Est-ce que ça rejoint l'histoire de la perception directe de la vacuité à ce moment-là?
Exactement. Et la perception directe du non-soi, parce que pour les Sotrantika, il n'y a pas la vacuité, il n'y a que le non-soi personnel. Et donc, en effet, c'est exactement le même problème. Exactement le même problème. C'est-à-dire que le non-soi, c'est une simple absence. Vous êtes d'accord? Une simple absence de quoi? Ben, de soi. D'existence inhérente. Alors, pas pour les Pas d'existence inhérente pour eux, oui, de soi. Ouais, les Sotrantika, eux, ils acceptent l'existence inhérente. Oui. Ouais, toutes les écoles autres que Prasangika acceptent l'existence inhérente. Voilà, c'est Ouais. ça le truc. Donc, les Sotrantika n'acceptent qu'un non-soi personnel, l'absence de soi autosuffisant et substantiel. Oui. Ouais. Ok, très bien. Et c'est une simple absence, comme l'espace. L'espace est une simple absence. Et donc, comme c'est une simple absence, il n'y a pas de substance qui se transforme d'instant en instant. C'est une simple absence, et donc, ça ne peut pas être impermanent. C'est nécessairement permanent. Parce que pour être impermanent, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transforme d'instant en instant. Ouais. Il faut qu'il y ait une substance, dans le sens, pas le terme substance d'Aristote, etc., mais le terme substance des bouddhistes. Quelque chose, que ce soit matériel ou pas, par exemple la conscience, c'est une substance. C'est pas matériel, mais c'est une substance qui se transforme d'instant en instant. C'est ça que ça veut dire. On parle d'établi substantiellement? Exactement, établi substantiellement. C'est exactement le même principe. Pour que ce soit impermanent, il faut que ce soit établi substantiellement. Très bien. Ok. On y reviendra. Très bien. Parce que là, il y a beaucoup de terminologie, donc c'est pas évident. Il faut vraiment clarifier les choses de manière assez souple, mais que vous voyez malgré tout ces distinctions fondamentales. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on pense à une table, on n'a pas la table dans la tête. La table est comprise par notre conscience conceptuelle. Donc, la table est l'objet d'engagement de notre conscience conceptuelle. Mais elle n'est pas l'objet apparent. Qu'est-ce qui est l'objet apparent de la table? À la conscience conceptuelle, l'image de la table. La représentation conceptuelle de la table. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir à l'esprit l'image qui représente cette table orange, carrée, avec ses décors, etc., ou n'importe quelle table fera l'affaire. Et donc, ce concept qu'on va avoir à l'esprit va avoir un aspect impermanent, puisqu'il est produit, il demeure un certain temps et il va cesser. Mais il aura surtout un aspect permanent, une partie permanente. Ça veut dire que c'est comme une bulle d'eau qui est dans l'eau, une bulle d'air dans l'eau, pardon, une bulle d'air dans l'eau. Cette bulle, la périphérie de cette bulle, ce qui fabrique cette bulle, c'est quoi? C'est de l'eau. Ouais. Et donc cette eau, elle est nécessairement impermanente. Parce que cette bulle, elle peut monter à la surface, elle peut se déplacer, etc., etc. Et donc, malgré tout, il y a un aspect permanent dans cette bulle, c'est quoi? La simple absence d'eau. La simple absence d'eau, c'est ce qui fait que la bulle est ronde, etc., qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'eau. Et donc, il y a une partie impermanente, l'extérieur, qui est fait d'eau, en fait, tout simplement. Le contour est fait d'eau, mais l'intérieur est fait d'une simple absence d'eau. Donc, il y a une partie impermanente et il y a une partie permanente. Ouais. Permanente. Et bien, c'est la même chose pour nos concepts. Il y a une partie impermanente parce que c'est un événement mental, un concept. Et donc, il surgit dans la conscience mentale, il surgit, il demeure un certain temps et il cesse. On va penser à autre chose, etc., etc. Mais le temps qu'il aura existé, il aura un contenu qui est permanent. Oui, oui. Ouais. Génial, exactement comme une bulle d'air dans l'eau. C'est exactement le même principe. Génial, très très bien. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que dès l'instant où on a un objet apparent d'une conscience conceptuelle, il est nécessairement permanent. Donc, le petit souci, c'est qu'on verra peut-être par la suite, c'est que l'espace incomposé, par exemple, n'est pas qu'un concept. C'est un phénomène qui existe là quelque part. C'est un phénomène qui existe là quelque part. Ce n'est pas qu'un concept. C'est-à-dire que sinon, on cesserait de penser à l'espace et il cesserait d'exister. Ce n'est pas du tout le cas. L'espace reste autre chose qu'un concept. Malgré tout, l'espace incomposé reste un objet apparent d'une conscience conceptuelle. Parce que sans le concept, l'espace ne pourrait pas exister. L'espace est un phénomène simplement imputé par une conscience conceptuelle pour les Sotrantika. Et tous les phénomènes
tous les phénomènes permanents sont nécessairement simplement imputés par une conscience conceptuelle. Ça veut dire que, qu'est-ce qui fait la différence? Là, vous avez une tasse. Vous avez une tasse et on peut appréhender l'espace occupé par la tasse ou l'espace qui est dans la tasse. Vous êtes d'accord qu'il y a une différence? Oui. Oui. Et l'épaisseur de la tasse va faire la différence, ouais. Donc ça veut dire que soit on va appréhender l'espace dans la tasse, qui est un petit peu plus petit, soit on va appréhender l'espace occupé par la tasse, qui est un petit peu plus grand. Qu'est-ce qui fait la différence à part une conception? C'est la conception qui va circonscrire cet espace-là, ouais. Et bien, c'est exactement le même principe. C'est pourquoi, pour Acharya Dharmakirti, tout ce qui est permanent est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, parce que c'est la conscience conceptuelle le boss dans tout ça. C'est elle qui fait le job, c'est elle qui fait le boulot. S'il n'y avait pas cette conscience conceptuelle, on ne pourrait pas dire, par exemple, sur cette table, il y a une absence de tasse, par exemple. Sur cette table, il y a une absence de tasse. Cette absence de tasse est un phénomène permanent. Et donc, c'est notre conscience conceptuelle qui nous permet de l'appréhender. Parce qu'avant qu'on y pense, cette absence de tasse était toujours là, sauf qu'on ne l'appréhendait pas. Et donc, pour l'appréhender, on a besoin d'une conscience conceptuelle. Ouais. Yes. Excellent, excellent, bravo. Bravo. Si ça c'est compris, vous allez voir, tout le reste, c'est un jeu d'enfant. Très bien. Oui. Les permanents, donc simplement imputés par une conscience conceptuelle. Voilà, les permanences. C'est là où va arriver le concept d'existence nominale. Exactement. Qui nomme. Tout à fait, exactement. Donc, on commence à cheminer vers la vérité ultime des prasangika. Voilà, c'est magnifique ce que dit Jordan. Ce que dit Jordan, c'est magnifique. Vous ne l'entendez pas parce que je n'ai pas branché le micro, c'est pas grave. Qui on a entendu? Si, on a entendu. Ah, vous l'avez entendu? Wow, Oui. Ah, c'est super. Non, tu peux répéter. Moi j'ai. On a mal entendu. Ouais, franchement, je voudrais que tu répètes. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en effet, quand on dit pour les Sotrantika, regardez bien le contexte dans lequel on est, pour le Sotrantika qui suit le raisonnement, les phénomènes permanents sont simplement imputés par une conscience conceptuelle. Ouais, très bien. Et donc, c'est des phénomènes simplement imputés. Donc, ce que dit Jordan, en effet, c'est que c'est des phénomènes imputés. Donc, si c'est simplement imputé, c'est nécessairement imputé. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Mais si c'est imputé, ce n'est pas nécessairement simplement imputé. C'est ça qu'on va voir. Mais en effet, elle a raison. Ça va mener vers le prasangika. Parce que le prasangika, dès l'instant où on a un phénomène, c'est nécessairement un phénomène simplement imputé. Exactement. Ça va nous aider énormément. C'est pourquoi on étudie beaucoup le Sotrantika chez les Tibétains. Très bien. Donc on verra par la suite qu'il y a des distinctions malgré tout entre phénomène imputé et phénomène simplement imputé. Par exemple, la personne est un phénomène imputé. Mais la personne n'est pas un phénomène simplement imputé pour les Sotrantika, parce qu'elle est impermanente. Donc ça, on le verra par la suite, mais c'est intéressant. Très bien. Est-ce qu'on avait d'autres choses à voir avant de continuer? On va essayer de voir un peu... C'était vraiment le gros morceau. Très bien. Si c'était le gros morceau, le reste va être facile. On va essayer de reprendre des questions-réponses aujourd'hui pour vraiment rétablir les bases, pour qu'on puisse aller plus loin ensemble sans qu'on se laisse dépasser en fait par les notions. Ouais. Juste une chose, mais je pense que c'est très important de voir maintenant. On parle des trois phénomènes permanents. Oui. Je ne sais pas ce que c'est que la cessation analytique et la cessation non analytique. Voilà, exactement. Donc, pour les Vaibhashika, ça c'est pour les Vaibhashika, il y a trois phénomènes permanents qui sont d'ailleurs ceux qui ont étudié le Vaibhashika. Oui, il y a l'espace incomposé, très bien. De cessation. Les cessations. Et la vacuité? Enfin, je sais pas, non, la vacuité. Bien tenté, bien tenté. Alors, on a les cessations, mais quel type de cessation? Alors, en effet, le premier, c'est l'espace incomposé, donc celui-là, c'est plus facile. Et ensuite, on a deux types de cessations, les cessations analytiques et les cessations non analytiques. Ouais. Très bien. Donc, une cessation analytique, c'est quoi? C'est quelque chose qui cesse parce qu'on a analysé que ça n'existait pas. Voilà, exactement. C'est quelque chose, en général, c'est une vraie cessation. C'est ce qui est appelé comme une vraie cessation. Dans les quatre nobles vérités, on a les vraies souffrances, les vraies origines, les vraies cessations et les vraies voies qui mènent aux vraies cessations. Ouais. Les vraies cessations, c'est l'abandon définitif
d'un objet d'abandon sur la voie. Donc, ça veut dire une affliction, la colère et ses graines, l'orgueil et ses graines, l'ignorance et ses graines, etc. Donc, quand on abandonne ça dans notre continuum, on a une vraie cessation. Ouais. Oui. Une cessation analytique parce qu'en effet, on a eu besoin d'étudier le dharma, de réfléchir au dharma, de s'entraîner, de se familiariser, etc. Donc, d'analyser. Ouais. Oui. Très bien. Donc, c'est une cessation analytique. Et une cessation non analytique, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui n'a jamais existé. Un truc qui n'a jamais existé. Une femme stérile ou un truc comme ça. Oui. Le quoi? Le jeu? Alors, le jeu n'existe pas? Je crois que c'est ça l'exemple. Alors, on pourrait dire par exemple, si vous avez faim, vous mangez une pomme, cette faim cesse. Est-ce que c'est une cessation analytique ou une cessation non analytique? Non analytique. Non analytique, ouais. C'est la simplement... fin d'un phénomène. Hein. Oui, on peut dire ça. Ouais. C'est la disparition d'un phénomène ou le fait qu'un phénomène n'ait pas pu exister. Par exemple, ici, à Nalanda, le Venerable Geshe Gensen avait expliqué que au cours de cette existence présente, il a eu plein de cessations non analytiques, le fait de ne pas avoir pris naissance dans la matrice d'autres mères que la sienne, par exemple. Donc c'est pourquoi Dominique parle de non-existant. En effet, Geshe-la est né d'une seule femme au cours de cette existence présente. Et donc, il a eu une seule mère, comme nous tous d'ailleurs. Et donc, le fait qu'on n'ait pas eu de conditions, de causes et de conditions favorisant la naissance d'autres, à partir d'autres femmes ou d'autres matrices, etc., ce sont des cessations non analytiques. Mais c'est vrai que dans d'autres textes, il parle simplement, vous avez une flamme, la flamme d'une bougie, le carburant s'arrête, la flamme cesse, c'est une cessation non analytique, tout simplement. Ouais. Oui. Très bien. Et donc, pour les Sautrantika, c'est permanent, tout ça. Ouais. Pour les Vaibhashika, c'est permanent aussi. Et pour les autres écoles, il n'y a que les Prasangika qui vont dire que la cessation d'un phénomène, ce qui a cessé va être impermanent. Il n'y a que les Prasangika qui vont dire ça, mais les autres vont être plutôt d'accord. Est-ce que dans la cessation analytique, on va parler des lois naturelles? On peut parler des lois naturelles, en effet. J'ai une pomme, c'est évident que j'ai pu avoir faim. Ouais. Je le verrais un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est naturel, c'est des choses qui n'ont pas besoin de... Exactement, qui n'ont pas besoin d'un entraînement méditatif, tout à fait. Ouais, on peut parler de ça. Ouais, c'est plus. Génial. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait approfondir d'autre avant d'entrer dans les engagements collectifs, engagements par exclusion? Est-ce que pour tout le monde... Oui, vas-y. Si, oui, un autre morceau, mais c'est l'aspect. L'aspect. Ok. L'aspect. Très difficile. L'aspect, donc c'est akara en sanskrit ou nampa en tibétain. Donc il y a plusieurs sens. Par exemple, quand on dit sarvakara jnana, la sagesse qui connaît tous les aspects, dans ce cas-là, aspect veut dire phénomène. Donc la sagesse qui connaît tous les phénomènes, donc c'est l'omniscience. Dans ce cas-là, ça veut dire phénomène. Dans d'autres cas, ça peut être les différents aspects d'un phénomène, par exemple. Caractéristique. Voilà, exactement. Ça peut vouloir dire caractéristique, en effet. Dans ce cas-là, ça veut dire caractéristique. Et dans le cas des perceptions, c'est beaucoup plus spécifique. Ça veut dire que c'est la forme prise par notre conscience d'un objet. Donc, la forme entre guillemets, parce que pour toutes ces écoles, c'est vrai que conscience et forme, c'est contradictoire. Une conscience n'est nécessairement pas une forme n'est nécessairement pas une conscience. Mais c'est le reflet, on peut dire, le reflet de l'objet qui se manifeste dans la conscience. Ouais, c'est ça l'aspect. Donc il y a beaucoup bien sûr, de débats là-dessus, où se trouve l'aspect. Si vous lisez par exemple l'esprit de perspective d'un neuroscientifique néerlandais, il a discuté avec sa sainteté Dalai Lama, avec d'autres maîtres comme Latini Boichi, etc. Et lui, il est neuroscientifique. Il a essayé de s'occuper de que veut dire l'aspect, etc., du point de vue des neurosciences. Et il a discuté avec des épistémologues bouddhistes. Et donc c'est très très intéressant parce qu'il se pose la question de l'aspect, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc c'est un peu difficile. Par exemple, dans certaines écoles, ils vont dire qu'il y a 3 possibilités d'avoir un aspect. Il y a les demi-ovistes, il y a le nombre égal d'objets, de sujets, etc., etc. Donc c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle de l'aspect, c'est tout simplement le reflet d'un objet pris par la conscience.
Et donc, forcément, pour les consciences, les perceptions directes, c'est un petit peu plus facile. Ça veut dire que on pourrait assimiler ça, par exemple, aux aires du cerveau qui s'activent quand on perçoit une table, quand on perçoit une tasse, etc., etc. Pourquoi pas? On pourrait dire que c'est associé à ça, pourquoi pas? Mais ce qu'il faut voir, c'est que, en effet, c'est ce qui permet pour Dharmakriti de dire que la conscience visuelle appréhende la table en temps réel. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, la table, c'est l'une des causes de notre perception visuelle. Ouais. Donc, on a l'une des causes qui est nécessairement préexiste à son effet. Une cause doit exister avant son effet, c'est nécessaire, sauf pour les Vaibhashika. Pour les Vaibhashika, ils ne sont pas toujours d'accord, mais à partir des Sutramtika jusqu'à la fin, jusqu'au Prasangika, ils sont tous d'accord pour dire qu'une cause doit exister avant son effet. On doit d'abord planter une graine pour avoir une pousse. Donc la table, qui est la cause de la conscience visuelle de la table, préexiste à la conscience visuelle. Et donc, que perçoit la conscience visuelle? Un non-existant? Elle perçoit la table autant T plus 1. Hein, pardon, Dominique? Elle perçoit la table autant T plus 1. Elle perçoit la table au temps T plus 1, donc ça veut dire qu'elle se souvient de la table. La table est au temps T plus 1 quand elle est T moins 1, si tu veux. La table perçue, c'est la table du moment immédiatement précédent. Exactement, qui n'existe plus au moment ultérieur. Où la perception se produit. Donc, c'est-à-dire que la perception perçoit un non-existant. Parce que la table du moment d'avant a cessé pour être remplacée par la table du moment d'après. Elle perçoit l'existant du moment d'avant. C'est-à-dire qu'elle a toujours un temps de retard par rapport à la cause. Ouais, donc elle se souvient de la table. Ah non. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est justement pourquoi on a cette explication de l'aspect pour essayer de faire la passerelle entre la cause et l'effet. C'est-à-dire qu'en effet, on est obligé d'accepter que, comme on a dit, la lumière touche la table, certaines couleurs sont absorbées, d'autres sont renvoyées, etc. Et donc la lumière, elle passe très vite, donc 330 000 km/s, quelque chose comme ça, donc ça va très vite, bien sûr. Mais il y a quand même un intervalle horaire. Un laps de temps. Un laps de temps. C'est un pont entre le vide, entre deux laps de temps. Exactement. C'est ça. Il y a la table de l'instant d'avant. C'est cette table de l'instant d'avant qui est en train de projeter un aspect à la conscience. Et au moment où la conscience l'appréhende, c'est terminé, la table de l'instant d'avant a cessé. L'aspect permet la perception, justement. Exactement. C'est comme quand on regarde des étoiles. Certaines sont mortes depuis très très longtemps, mais on continue de les voir. Et bien, c'est le même principe. On perçoit quelque chose qui n'existe déjà plus. Et donc, Acharya Dharmakirti en particulier, mais aussi tous les épistémologues bouddhistes vont dire c'est l'aspect en fait qu'appréhende la table, qu'appréhende la conscience. La conscience appréhende en temps réel l'aspect de la table, le reflet de la table dans la conscience. Et donc, on peut dire qu'en effet, grâce à cet aspect-là, on perçoit la table en temps réel. Ouais. Puisque l'aspect et la conscience coexistent nécessairement. Ça veut dire que si vous projetez par exemple un halo lumineux avec votre lampe torche, vous le projetez sur le mur, le halo lumineux et le mur doivent coexister nécessairement. Si vous enlevez le mur, vous voyez plus si vous enlevez l'écran, vous ne voyez plus le halo lumineux. Ouais. Donc il faut que le halo lumineux qui représente l'aspect et l'écran ou le mur qui représente la conscience doivent coexister. Ouais. Vous ne pourrez pas avoir un aspect en dehors de la conscience, par exemple. Parce que c'est un aspect pris par la conscience. Donc, il ne pourrait pas exister en dehors de la conscience. Donc, ça veut dire que la conscience et l'aspect dans la conscience sont d'une même entité substantielle. Ils doivent coexister. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'en effet, la perception visuelle de la table perçoit la table en temps réel grâce à l'aspect projeté par la table dans la conscience. Ouais. Tu viens de dire la conscience, même l'aspect et l'aspect ont la même substance. Substantielle. La même entité substantielle. Ok, merci. C'est un petit peu comme vous mettez du colorant dans un verre d'eau.
La couleur et l'eau ont une même entité substantielle. Vous ne pouvez pas Ok. les séparer visuellement. Ouais. Oui, parfait. Génial. Bravo, bravo. Bravo, bravo, parce que c'est très difficile, mais c'est très intéressant. Et donc, les Vaibhashika veut dire, et eux, ils vont dire, il n'y a pas d'aspect. Il n'y a qu'à partir des Sautrantika qu'on accepte l'aspect, etc. Ouais. Oui. Bravo, bravo. C'est magnifique. Est-ce que vous avez d'autres interrogations par rapport à tout ça ou pas? Ça va pour l'instant? Ouais, génial. Ok. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, si vous n'avez pas le livre, c'est pas grave. On le lit. Ah, vous l'avez, bah, c'est parfait. Génial. Oui, oui, on l'a. C'est parfait. Il est ouvert à la bonne page et tout. En plus, on peut vraiment s'éclater même à mettre sur YouTube parce que la vénérable Dechen, la directrice des éditions Mahayana qui gère maintenant ces éditions-là, a dit qu'on pouvait se lâcher, qu'on pouvait lire comme on voulait le texte en public, il n'y a aucun souci. Oui, très. Alors, donc là on arrive, donc on avait vu précédemment justement à la page 38, on avait vu qu'il y a un petit rappel que fait Geshe Dreyfus, qui dit le dernier paragraphe avant le second passage, avant le sous-titre, le titre précédent, ultérieur, pardon. Il dit « On a donc parlé des deux vérités et j'ai commencé par expliquer la différence entre le Swalakshana, c'est-à-dire les objets réels, et le Samanya Lakshana, c'est-à-dire les objets… 58. Ah, 58. 58. Pardon. Moi, je cherchais à 38. 58. Ah oui, oui, désolé, page 58. Donc, juste avant le titre qui dit engagement positif, etc. Ouais, page 58, désolé. Il dit, on a donc parlé des deux vérités et j'ai commencé par expliquer la différence entre le Swalakshana, c'est-à-dire les objets réels, et le Samanya Lakshana, c'est-à-dire les objets qui ne sont pas réels, mais qui ne sont pas complètement inexistants, qui ont une existence nominale. C'est exactement ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que Swalakshana, en sanskrit, ça veut dire un phénomène qui possède ses propres caractéristiques. Soit propre, Lakshana, caractéristique. Ouais. Et Samanya Lakshana, Samanya, ça veut dire général, donc des caractéristiques générales. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un phénomène spécifiquement caractérisé, soit Lakshana, il est spécifique selon trois trucs, vous vous souvenez? Oui. Oui. Et la fonction, non, pas la fonction. Et c'est similaire, la nature. En effet, donc la localisation spatiale, la localisation temporelle et la nature. Donc c'est en cela qu'un impermanent est spécifique. C'est-à-dire qu'une table, elle est posée à aucun autre endroit que là où elle est posée. On ne peut poser aucune table à la place de celle-ci. C'est sa localisation spatiale. Elle a sa durée à elle, et donc elle est spécifique selon sa durée aussi. C'est-à-dire que ce qui arrive aux autres tables ne change pas grand-chose à elle, pour elle. Et selon sa nature, elle a cette nature de table orange, avec ses formes, etc., avec le nombre de ses molécules, etc., etc. Donc elle est spécifique selon trois critères, la localisation spatiale, la durée et la nature. Et donc ça, c'est très intéressant parce que le Swalakshana, le phénomène qui existe par ses propres caractéristiques, qui est spécifiquement caractérisé, c'est la cible des Prasangika. C'est la cible de Arya Nagarjuna. Donc c'est pour ça que c'est bien, c'est très important de comprendre ce que veut dire Swalakshana. Et donc ça veut dire objet réel, pur et dur, etc. Et pour Dharmakirti, c'est un impermanent, un phénomène impermanent. Très bien. Et donc il est spécifique, vraiment spécifique. Alors que les permanents sont des phénomènes nominaux, simplement imputés, et ils sont généraux. Ça veut dire que, par exemple, l'espace incomposé, il se trouve un peu partout. Il se trouve un peu partout. Et quand on a une généralité de sens à l'esprit, la conception, cette conception, elle mixe plusieurs trucs en même temps. Par exemple, si vous pensez à maison, par exemple, vous pensez à maison, vous allez associer, dans votre conscience conceptuelle, va associer toutes les maisons. Ou même votre maison, mais que vous avez perçue hier, avant-hier, l'année dernière, etc., etc. Donc la conception, elle généralise. Elle généralise. Et donc c'est pourquoi les phénomènes généralement caractérisés sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais. Excellent, très bien.
Et donc là, lui, il pose la question, il dit quel est le genre de conscience qui perçoit le swalakshana. Donc là, il y a une coquille dans la traduction. C'est la perception directe. C'est pas la conception, c'est la perception directe. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que les swalakshana, les impermanents, sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais. Donc là, il y a une grosse coquille. Et ensuite, il dit quel est le genre de conscience qui perçoit le samanya-lakshana. Et bien justement, c'est l'autre, c'est la perception conceptuelle. Ouais, la conscience conceptuelle. Génial. Donc en effet, il faut corriger ça, c'est très important. Parfait. Une fois qu'on a bien compris ça, on va comprendre ce que veut dire engagement collectif et engagement par exclusion. Très bien. Collectif, c'est Ouais. positif. Positif, ouais, exactement. C'est juk en tibétain. Juk, ça veut dire positif, en effet, ça veut dire vidi en sanskrit, donc positif aussi, positif. Et c'est vrai que ici, quand on avait étudié le lorik, on avait parlé de collectif. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer justement, c'est tout un faisceau d'informations qui va apparaître. Ouais. Donc on peut dire engagement positif, ouais. Très bien. Donc il dit c'est notre carré de base. Il dit vous avez étudié lorik. D'ailleurs, tout le monde a étudié lorik? La psychologie, l'épistémologie, tout ça, ouais? Super, bravo. Excellent. Vous avez étudié lorik et nous allons en parler un peu. On caractérise la perception comme opérant de façon positive et la conception comme opérant de façon négative. Donc bien sûr, ce n'est pas des valeurs morales. Positif ou vertueux ou négatif, non vertueux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En tibétain, on dit seljuk pour engagement par exclusion et jukjuk pour parler de l'engagement positif ou collectif. Jukjuk veut dire engagement positif et seljuk engagement par élimination, par exclusion, etc. Le swalakshana est donc perçu par la perception et l'objet apparent de la perception. Et le samanya-lakshana est l'objet apparent de la conception. Là, on est d'accord, ouais? Parce que swalakshana, ça veut dire impermanent et samanya-lakshana, ça veut dire permanent, ouais? Très bien. La perception perçoit, on l'a dit, ok, le swalakshana, c'est-à-dire l'objet tel qu'il est de façon positive. Ok, donc là, on va voir qu'il peut y avoir des nuances. Il peut y avoir des nuances. La perception perçoit le swalakshana, c'est-à-dire l'objet tel qu'il est de façon positive. Ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, si on dit, ok, la table est l'objet d'engagement de la perception visuelle. Oui. On est d'accord. Et si on dit la table qui est l'objet apparent de la perception visuelle, en effet, ces deux tables sont équivalentes. Ouais. Ouais. La table qui est comprise par la perception visuelle, et on va dire la table qui est l'objet apparent de la perception visuelle, en effet, c'est la même chose. Parce que la table est à la fois l'objet d'engagement et l'objet apparent de la perception visuelle. D'accord? Mais si on ne spécifie pas, en disant la table qui est l'objet apparent de la perception visuelle, si on dit ce qui est là en face de nous et qui est l'objet apparent de la conscience visuelle, qu'est-ce qu'on aura? On n'aura pas que la table. On aura quoi? Tous les objets Alors, autour. si on reste sur le même objet, ouais. Qu'est-ce qui apparaît à la conscience visuelle? Que la table? Non, implicitement, l'espace autour de la table. Alors, ce sera difficile de dire que l'espace apparaisse. Non, oui, d'accord. Ouais. L'absence d'autres objets? Voilà, moi je dirais ça. Oui. Alors, est-ce que l'absence d'autres objets va apparaître? Non plus. Non, ouais, c'est vrai. Oui, de façon implicite, le vide sur la. Mettons s'il n'y a pas d'objet sur la table, s'il n'y a pas de base, etc. Alors, si c'est implicite, ça ne pourra pas être apparent, justement, parce que quand c'est implicite, il n'y a pas l'apparence. On réalise sans que ça apparaisse. Et Jordan disait quelque chose? Non, ce qui ne nous apparaît pas, c'est l'impermanence de la table, etc. Ça n'apparaît pas? Ce qu'on ne réalise pas. Ah, mais ça apparaît. Peut-être, oui, je ne sais pas, je ne sais pas encore là. Alors, comment est-ce que l'impermanence de la table ne pourrait pas apparaître? Les phénomènes d'usure, des choses comme Elle ça. apparaît, mais elle n'est pas réalisée. Ah, voilà. Voilà. Faites attention à ça, c'est très, très important, c'est génial. Elle apparaît sur le C'est là, on voit,
c'est là où on voit déjà une petite nuance entre l'objet d'engagement de la perception visuelle et l'objet apparent de la perception visuelle. L'objet d'engagement de la perception visuelle, si on nous demande « est-ce que tu vois une table ?» On va dire « mais oui, je vois une table ». Donc notre conscience visuelle réalise la table. Ouais. Est-ce que notre conscience visuelle réalise autre chose que la table? Non. Non. Par contre, dans la table, il y a plein de choses qui nous apparaissent. Son impermanence, le fait que ce soit une chose produite, la généralité table apparaît aussi. Mais est-ce que tout ça est réalisé? Non. Non. Donc, en effet, même pour les perceptions directes, il y a une légère différence entre l'objet d'engagement et l'objet apparent. Ouais. Ok. Si on ne mentionne pas cette différence, si on dit la table qui est l'objet d'engagement et la table qui est l'objet apparent, là, il n'y a pas de différence, on est d'accord, dans la formulation. Et on ne parle que de la même chose. Mais si on dit, on a en face de nous, de notre perception visuelle, il y a une table, on dit l'objet d'engagement et l'objet apparent de la perception visuelle sont-ils exactement la même chose? Non, on ne peut pas dire là, on peut pas dire ça. On dira que seule la table est l'objet d'engagement, mais il y a plein d'autres choses dans la table qui sont les objets apparents, mais qui ne sont pas réalisés par la conscience visuelle, qui ne sont pas des objets d'engagement. Ok. Super. Vraiment, c'est magnifique. Bravo. Et c'est là où on voit des raffinements très, très intéressants. Ok, donc si on dit là, dans la page 58, la perception perçoit le swalakshana, c'est-à-dire l'objet tel qu'il est, il faudrait spécifier uniquement l'objet, pas ses caractéristiques impermanentes, etc. Parce que sinon, là, on aura des complications. Très bien. De façon positive. Donc, il s'engage vers son objet de manière positive. Le swalakshana est tel qu'il apparaît à la conscience. Donc, c'est là où on a une difficulté. Le swalakshana, il n'est pas tel qu'il apparaît à la conscience parce qu'il apparaît avec tout un faisceau d'informations. L'impermanence, la production, la généralité, etc., etc. Mais il n'est pas... il est voilà, ce qui est réalisé par la conscience visuelle, ce n'est que la table, rien d'autre. Très bien. Ok, donc comment apparaît-il à la conscience? Il agit en tant que cause de la perception qui est produite comme ayant l'aspect de l'objet. Donc ça, on en a parlé, normalement ça devrait être assez clair. Très bien. Donc lorsque la perception se produit, elle se produit comme ayant l'apparence de l'objet, et cette apparence correspond rigoureusement à l'objet lui-même. C'est une vraie réflexion de l'objet. Donc là, quand on parle que de la table, hein, parce que si on devait dire qu'on réalise l'impermanence de la table, il faudrait que l'impermanence engendre un aspect à la conscience. Voilà, c'est ça. Et là, c'est difficile. Parce que pour réaliser l'impermanence subtile, pour les Sautrantika, il faut être un arya. Ouais. Il faut être quelqu'un qui a une réalisation directe, une réalisation yogique directe de l'impermanence. Et pour eux, nécessairement un arya. Pour les prasangikas, ce ne sera pas le cas. Pour les prasangikas, quelqu'un peut avoir une réalisation yogique directe de l'impermanence subtile et pas nécessairement un arya. Ça, c'est une réalisation mondaine pour eux. Ce n'est pas une réalisation ultime. Ouais. Très bien. Ok. Donc, lorsque la perception se produit, elle se produit comme ayant l'apparence de l'objet, et cette apparence correspond rigoureusement à l'objet lui-même. C'est une vraie réflexion de l'objet. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de distorsion, en fait. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de distorsion. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne réalise pas la totalité de l'aspect? Alors, en fait, l'aspect continue d'être impermanent nécessairement, puisqu'il est produit par la table, mais l'impermanence même de l'aspect, elle, n'est pas réalisée. Ouais, non, l'impermanence... dans l'aspect, il y a l'impermanence de la table, mais qui n'est pas réalisée par la conscience visuelle, ou pas? Alors, moi, je dirais que l'impermanence de la table n'engendre pas d'aspect à la conscience. N'engendre pas d'aspect, d'accord. Okay. C'est pour ça qu'elle n'est pas réalisée, d'ailleurs. Si elle engendrait un aspect, elle devrait nécessairement être réalisée. Donc, ce qui est réalisé, c'est l'aspect, et l'aspect, lui, voilà, il n'y a pas, l'impermanence n'engendre pas d'aspect. Ok. Sauf pour... Exactement. Donc, l'impermanence de la table, elle va engendrer, par exemple, l'impermanence de l'aspect. Pourquoi pas? Oui, d'accord. Oui, ça, oui. Ouais, mais l'impermanence de l'aspect elle-même, cette impermanence de l'aspect, ne sera pas réalisée par la conscience. D'accord. Ne sera pas réalisée directement, puisque tant qu'on n'est pas un arya, on ne peut pas réaliser l'impermanence subtile. Ouais. D'accord. Tout le monde voit les phénomènes d'usure, ça c'est sûr. Exactement. Oui. Et les phénomènes d'usure, c'est grossière. Ça, c'est grossier. Grossier, voilà, exactement. Oui, grossier. Et là, en effet, on pourra en effet le réaliser.
on pourra par exemple demain revenir dans le temple et voir un scratch sur la table, par exemple. Et ce scratch va en effet envoyer un aspect à la conscience. Et donc, forcément, par comparaison avec ce qu'on a vu précédemment ou par familiarisation, etc., on se dira, ah, mais tiens, elle a pris un coup sur la tronche. D'une part, Oui. de façon artificielle, l'impermanence subtile, elle est filmée. Notamment, tu vois, à la mer de glace à Chamonix, il y a donc le glacier. Quand on le voit, on a l'impression qu'il ne bouge pas, qu'il est solide. Oui. Et il y a des chercheurs qui ont fait un time-lapse. Et on a l'impression que ça déboule, que c'est incroyable. Et là, on voit vraiment l'impermanence. C'est assez impressionnant comme image. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que si c'est en temps réel, c'est trop, comment dire, c'est trop lent ou trop. Les instants qui se succèdent sont trop ressemblants. C'est ce que dit Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality. Il dit que en tibétain, on dit Jawa Shenjung pour parler de l'impermanence subtile. Jawa Shenjung, Jawa, ça veut dire similaire, Shen, ça veut dire autre, et Jung, ça veut dire qui survient. C'est-à-dire des instants successifs qui surviennent, qui sont autres, bien sûr, les uns par rapport aux autres, mais qui sont tellement similaires, on a l'impression que c'est statique. Alors que si tu prends la caméra et que tu fais un accéléré, etc., là, forcément, les instants ne sont plus aussi similaires. C'est incroyable. Mais c'est pas subtil. Mais c'est pas subtil. Et ça, Et c'est c'est pas subtil, c'est l'impermanence grossière, exactement. Grossière. Ouais. Tout à fait, parce qu'elle est directement réalisée par notre conscience visuelle. Comme les nuages qui bougent dans le ciel, ça c'est l'impermanence grossière, etc. Les branches qui bougent avec le vent, etc. Ouais. Alors, Bien chez évidemment. le yoga, la réalisation de l'impermanence subtile, elle est perceptive ou mentale? Enfin, c'est une mentale directe ou c'est une visuelle directe? Elle est mondaine. Elle est mondaine. Alors pour les prasangikas, c'est mondain, mais pour les sautrantikas, c'est quelque chose qui relève de la voie, en fait. Vous vous souvenez, dans les 4 nobles vérités, chaque noble vérité a un aspect particulier. Et ces nobles vérités, justement, les vérités pour les aryas, elles sont réalisées directement uniquement par les aryas, pour toutes les écoles autres que prasangika. C'est-à-dire que pour réaliser les vraies souffrances, l'impermanence, le non-soi, le vide et le non-soi, etc., et les autres aspects des 4 nobles vérités, il faut être un arya. Donc ce sont des perceptions yogiques directes. Et les perceptions yogiques directes, est-ce que c'est sensoriel? Non. 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 Pourquoi? Eh bien, parce que dans les sensoriels, il n'y a que les 6. Alors, est-ce que la yogique directe est une mentale? C'est ça? Il y a 6 sensoriels. Non, ben, il y a 5 plus la mentale. Plus la mentale, ouais. Et la mentale, elle est sensorielle ou pas? Non. La yogique, c'est une mentale directe ou quoi? La yogique, c'est une mentale directe, non? Ce qu'il faut voir, c'est en dépendance de la condition dominante ou la condition souveraine. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que pour la perception mentale directe, c'est quoi la faculté? C'est une faculté mentale. Ça veut dire un instant de conscience immédiatement antérieur. Quelle que soit cette conscience, une conscience sensorielle, une conscience mentale, etc. Et donc, à l'instant d'après, va engendrer une conscience mentale directe, une perception mentale directe. La perception yogique, elle n'est nécessairement pas sensorielle, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, il n'y a que 2 possibilités parmi nos consciences. Soit on a des consciences sensorielles, soit elles ne le sont pas. Si elles ne le sont pas, elles sont quoi? Mentale. Mentale, exactement. Sauf que la perception yogique directe, on ne pourra pas l'appeler une perception mentale. Pourquoi? Parce qu'elle a une condition dominante très spécifique qui est quoi? L'union de shamatha et de vipassana. Ouais, très bien. L'union de shamatha et de vipassana. Donc ça, c'est très important. Un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Donc c'est ça la condition dominante ou la condition souveraine d'une perception yogique directe. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qu'on appelle supranormal. Supranormal, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt les clairvoyances, non? Je crois. Ah oui. Ouais. C'est peut-être dans le vocabulaire de Maricela, peut-être que supranormal veut dire les clairvoyances, la clairaudience, etc. Et dans ce cas-là, la faculté est une faculté mentale. C'est pas l'union de shamatha et de vipassana. Donc en effet, il y a des distinctions. Et quand c'est yogique, en fait, souvent quand on trouve par exemple la définition d'une perception yogique valide, à ce moment-là, Yongzin Prodbutchak va rajouter les objets de ces perceptions yogiques. Il va dire l'impermanence subtile ou le non-soi personnel, etc. Donc il va parler de ces objets. Donc l'impermanence subtile, en effet, est mentionnée dans la perception yogique valide comme étant l'un de ces objets possibles.
Donc, ça ne peut pas être une perception sensorielle, ça ne peut pas être une perception mentale, ordinaire, etc. Ouais. Donc, la perception yogique, elle est hors des 6 sources. Alors, c'est compliqué. Alors, quand on parle d'un samadhi c'est quoi? Tu te souviens? C'est un facteur mental? C'est l'un des facteurs mentaux déterminatifs, oui. La conscience. La concentration. Ouais. Et un facteur mental, c'est de la conscience. Ouais. Donc, ouais. Et alors? Donc, ça veut dire qu'une perception yogique ne relève pas des consciences sensorielles, ça c'est impossible. Elle relève des consciences mentales, mais un aspect spécifique des consciences mentales, ça veut dire qu'elle a pour condition dominante l'un des facteurs mentaux, le samadhi, mais pas n'importe quel samadhi, pas n'importe quelle concentration, qui est l'union de shamatha et de vipassana. Donc c'est très spécifique, oui. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des débats, quand on lit Connaître l'esprit de Latsé Rinpoche, il dit qu'il y a des débats, il y en a qui disent que, en effet, on classe les perceptions yogiques dans les conditions mentales, et d'autres qui disent non, c'est pas des conditions mentales, mais en fait, on peut accepter malgré tout que s'il n'y a que 2 types de conscience. Puisqu'il n'y a pas d'autre solution entre sensoriel. Elle s'appuie dessus, en fait. Exactement. Puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité, soit on a des perceptions sensorielles, soit elles ne sont pas sensorielles et sont nécessairement mentales. La yogique est nécessairement un aspect très spécifique des perceptions mentales. Mais elle ne sera pas appelée une perception mentale directe. Pourquoi? Parce que la perception mentale directe a pour faculté dominante, une faculté, une condition dominante, une faculté mentale, une simple faculté mentale, n'importe quelle conscience de l'instant d'avant. C'est ça qui fait la différence, ouais. Bravo, excellent. Alors là, c'est magnifique. C'est très bravo vraiment de vous accrocher parce que c'est très gratifiant. Si on s'accroche et qu'on continue à creuser tout ça, on trouve des raffinements extrêmement subtils, extrêmement intéressants. Bravo à tous et donc à vendredi prochain pour la suite. Et on reprendra les débats aussi vendredi prochain à 15h. OK? Merci, cher Jinpa. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être venus. Ciao. Ciao.